Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la première édition de la Journée de l'Envol et pour parler d'un thème qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir la jeunesse et l'engagement. Je me présente, je suis Stéphanie Martin, je suis déléguée générale de l'Envol et je suis également responsable du pôle RSE collaborateur au sein de la direction de l'engagement citoyen. Alors l'Envol, c'est quoi ? L'Envol, c'est une association qui a été créée par la Banque Postale il y a plus de 10 ans maintenant et qui œuvre en faveur de l'éducation et de l'égalité des chances. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On aide des jeunes qui sont méritants, qui sont bons à l'école, talentueux, et qui sont issus de milieux modestes, à les amener vers les études supérieures et les accompagner vers les études supérieures. On sait, quand on est issu de milieu d'ouvriers, c'est difficile d'arriver à Bac+5. Notre rôle, c'est de les accompagner grâce à un dispositif pédagogique complet et grâce aussi à l'accompagnement de nos collaborateurs du groupe La Poste. On les accompagne à révéler leur potentiel et à atteindre les études qu'ils méritent. Pour parler de ce thème de la jeunesse et de l'engagement, je suis accompagnée de 2 experts du sujet et j'ai la chance d'accueillir à mes côtés Claire Toury. Alors je prends mes notes. Claire, vous êtes spécialiste des questions d'engagement, vous êtes titulaire d'un doctorat de sociologie, l'autrice de plusieurs articles qui portent sur l'engagement, la vie étudiante et les politiques de jeunesse. Vous présidez également le mouvement associatif depuis le mois d'avril 2021 et vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental, au nom duquel vous présidez le comité de gouvernance de la Convention citoyenne, notamment sur la fin de vie. Bienvenue Claire. Émeric Marmora. Émeric, vous avez passé plus de 15 ans à développer des associations et des entreprises sociales, dont La Ruche et Enactus. Vos thèmes de prédilection sont notamment l'éducation, la jeunesse et l'engagement. Ça tombe assez bien. Votre dernier défi, piloter le Bachelor Act. Alors, Act pour apprendre à conduire les transitions. Il s'agit d'une nouvelle formation au métier des transitions écologiques et sociétales. C'est un projet éducatif qui est particulièrement innovant et ambitieux et qui est porté en commun avec l'ESSEC et CY, Cergy Paris Université. Bienvenue, Émeric. Alors, point important, vous avez la possibilité de poser vos questions en live, directement en ligne. On aura une session de questions-réponses à la fin de la séquence. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de l'engagement et de la jeunesse ? On se rend compte au niveau de l'Envol et des jeunes qu'on accompagne, c'est plus de 1000 jeunes qui sont ou qui ont été accompagnés en 10 ans avec l'Envol. On se rend compte qu'on a des jeunes qui sont de plus en plus engagés et qui ont des convictions de plus en plus fortes. Ils vont s'engager dans des associations ou pour l'environnement. On a aussi l'Envol Alumni, qui est l'association des alumni de l'Envol, qui s'engage fortement pour les jeunes actuellement de l'Envol. Et on se rend compte quand même que c'est un phénomène qui est de plus en plus prégnant et c'est un phénomène auquel on doit forcément s'adapter. D'où le thème de la jeunesse et l'engagement et de votre expertise qui va nous être très utile. Et pour répondre à cette problématique, on va commencer par une première question que je vais vous poser, Claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est être jeune aujourd'hui ? Bonjour, question à 10 000 € au moins. Alors, être jeune, donc, il y a plusieurs manières de définir la jeunesse. Vous avez des courants de pensée qui vont s'opposer, certains qui vont avoir une grille de lecture assez biologique. Être jeune, ce serait une lecture biologique, d'autres qui vont dire la jeunesse n'est qu'un mot. Voilà. Moi, il me semble que la jeunesse, on peut la définir comme une catégorie sociale mouvante. Alors, c'est quoi une catégorie sociale mouvante ? C'est une catégorie par laquelle tout le monde passe et de laquelle tout le monde sort. Autrement dit, tout le monde sera jeune, enfin tout le monde a été jeune un jour et tout le monde finit par ne plus l'être. Spoiler. J'espère que vous étiez prêts à entendre ça. Voilà. Donc une catégorie sociale mouvante par laquelle tout le monde passe et de laquelle tout le monde sort, ça a des conséquences. Ça veut dire qu'on peut se permettre de dire tout un tas de choses à propos des jeunes qu'on ne pourrait dire sur aucune autre catégorie sociale au risque de provoquer un tollé. Voilà, c'était mieux avant, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ci, nous étions différents, etc., etc. Premier élément à avoir en tête, c'est pas forcément grave, mais je vais y revenir. Deuxième élément à avoir en tête, ça date pas d'aujourd'hui. Si vous lisez Platon, ça date. Dans le dialogue avec Socrate, Socrate parle des jeunes comme distants, défiants vis-à-vis de l'autorité, différents de la façon dont lui était jeune. Donc ça commence à dater. Si vous lisez Stefan Zweig,
Stefan Zweig, vous lisez sa biographie, son autobiographie, Souvenir d'un Européen, qui est écrite, il raconte sa jeunesse à Vienne à la fin du 19e siècle. Ça date un peu. Ben, c'est pareil, il explique dans son livre que les jeunes étaient toujours stigmatisés, considérés comme désintéressés de la chose publique, à encadrer, etc. Si vous lisez Agatha Christie, vous avez le choix, hein, vous pouvez lire des trucs différents. Agatha Christie, le dialogue entre Hercule Poirot et le capitaine Hastings, c'est pareil, en fait. Dans les dialogues, on retrouve ça, cette idée d'une jeunesse qui serait difficile à cerner, à comprendre, à capter. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça date pas d'hier, vraiment pas d'hier. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est pas forcément grave. Parce qu'on a besoin, je crois, alors c'est dur quand on est jeune, mais bon, c'est comme ça, on a besoin, je crois, pour faire société, en fait, de se définir toujours en opposition à autre chose. Donc, quand on dit que les jeunes sont distants, désintéressés de la chose publique, repliés sur eux-mêmes, etc., c'est une manière de dire que les non-jeunes ne le seraient pas. Donc en fait, il y a une forme de construction d'identité qui se fait un peu en miroir. Alors évidemment, tout ça est bien plus complexe, mais on y reviendra juste après. Mais ça, c'était le premier point que je voulais vous partager sur la construction de la jeunesse, ça me semble pas inintéressant de le prendre sous cet angle-là. Une fois que j'ai dit ça, être jeune aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. Je viens de finir un bouquin sur l'engagement des jeunes, justement, et donc j'échangeais avec des jeunes engagés, des très jeunes engagés, et en échangeant avec eux, je me suis rendu compte que leur manière à eux d'être jeunes, de se construire, était extrêmement différente de la mienne, et pourtant je ne suis pas si vieille. Donc vous voyez la différence, et la différence, elle réside sur quoi ? Elle réside notamment sur le fait que leur construction, elle a lieu dans un monde en crise. Tout le temps. Si on parle des très jeunes, qui ont entre 16 et 20 ans, 25 ans, 2016, c'est le Brexit, l'élection de Trump. Peu de temps après, Bolsonaro qui prend le pouvoir. Donc la montée croissante des populismes. La crise sanitaire. C'est quand même pas anodin de passer au moins 2 mois confinés avec ses parents. Imaginez, enfin il y a des jeunes dans la salle, mais pour ceux qui ne sont pas si jeunes, imaginez, vous avez 17 ans, vous êtes enfermés avec vos parents pendant 2 mois, sans pouvoir voir personne d'autre que vos parents et vos frères, vos sœurs, si vous en avez. Donc, et là, je parle que dans les familles où ça se passe bien. Parce que dans les familles où ça se passe pas bien, c'est encore d'autres situations qui se posent. Ou alors, vous êtes enfermé dans votre chambre universitaire, tout seul pendant 2 mois. Enfin, ça a des vraies conséquences structurantes. Voilà. Et puis ensuite, crise énergétique et évidemment la crise environnementale, dont on reviendra après, mais qui structure aussi leur construction identitaire. Merci Claire. Émeric, quelle est votre vision de la jeunesse aujourd'hui ? Du coup, bonjour à toutes et à tous. Pour compléter du coup les propos de Claire, je dirais qu'en fait, il y a plusieurs jeunesses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une entité homogène en fait. Et quand il y a plusieurs jeunes qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes parcours, qui vivent pas dans les mêmes environnements. Et donc en effet, si on grandit en ville, en milieu rural, de famille monoparentale ou avec ses parents, si on a une bonne trajectoire à l'école ou au contraire l'école n'est pas forcément le meilleur des systèmes qui nous permet de nous épanouir, fait en sorte qu'en fait aujourd'hui la jeunesse elle est quand même multiple avec plusieurs visages. Il y a certainement bien sûr des points communs à identifier. Il y a la question de la place. Quand on grandit, il y a cette question de quelle est la place que j'ai envie de prendre dans la société, autour de moi, dans ma famille, la place à l'école, la place dans l'université, la place dans la société. Il y a vraiment cette question-là. Et puis après, du coup, Claire l'a dit, il y a aussi en fait une conscience des enjeux. Et je pense qu'aucune génération n'a été plus consciente des difficultés, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux que les jeunes qui viennent. Et donc ça, qui se construisent avec ça. Et après, moi, alors, je vais chercher les jeunes qui sont engagés. Donc c'est ceux que je cherche à former depuis 15 ans. Aujourd'hui, avec le Bachelor Act, avec une licence où on va les former pendant 3 ans à comprendre ces enjeux sociaux, environnementaux et à développer les compétences pour pouvoir agir au sein des organisations. Et je dirais que sur cette peut-être notion d'engagement et cette conscience, en fait, ce que je constate, c'est que les jeunes, en fonction de leur milieu, de là où ils grandissent, ils n'ont pas la même sensibilité aux enjeux. Typiquement, des jeunes de milieux populaires, le sujet, en fait, c'est les inégalités, la lutte contre les discriminations, c'est la lutte contre le racisme. C'est ça qui les touche, parce qu'en fait, dans leur quotidien, c'est ce qui est important pour eux. Et on a d'autres étudiants, d'autres jeunes qui, eux, sont dans des contextes plus privilégiés, et en effet, ils ont une sensibilité un peu plus sur l'environnement, sur le climat, sur l'effondrement de la biodiversité. Donc là aussi, ça montre qu'en fonction de là où on grandit, la sensibilité à ces enjeux-là, en fait, évolue.
Merci Émeric. Alors effectivement, on va maintenant se concentrer plus sur les engagements de ces jeunes. Claire, est-ce que les engagements de la jeunesse ont évolué ces dernières années et comment ? Bon, je pense que la réponse est un peu dans la question. Mais... La réponse est oui. Alors là, j'ai 10 minutes, hein, on est d'accord. Ok, parce que sinon, voilà. Non, 10 minutes chacun. Attends, tu m'as fait peur. Non, parce que c'est important pour expliquer. Donc, en gros, oui, l'engagement a beaucoup évolué ces dernières années, mais pour vous expliquer, enfin, pour essayer de vous expliquer au mieux comment les jeunes s'engagent aujourd'hui. Et pareil, hein, c'est comme Émeric, moi je parle des jeunes engagés. Je sais qu'il y a plein de choses qui ne se vérifient pas pour les autres, mais pour vous expliquer comment les jeunes s'engagent aujourd'hui, c'est intéressant de revenir un petit peu en arrière. 10 minutes, ça reste court, donc je vais être un peu caricatural et je vous demande de m'en excuser par avance. Si on regarde un peu, il y a une première ère de l'engagement, première ère de l'engagement post-Seconde Guerre mondiale, qui est incarnée par la figure du militant communiste. C'est un engagement qui est total, intense, qui est caractérisé par une adhésion à une structure, à un parti politique, à un syndicat. C'est un engagement que le sociologue Jacques Thion appelle timbre, parce qu'il passe par le timbre sur une carte d'adhésion. Et donc, en gros, je vais rentrer dans une structure et je vais me mobiliser corps et âme pour une grande cause ou pour des grandes causes. Et ça va occuper toutes les sphères de ma vie en tant qu'individu, ma vie professionnelle, ma vie privée, ma vie amicale, mes loisirs. Ça va vraiment me structurer en tant que personne. L'ambition, c'est un grand soir qui arrivera peut-être un jour. Je me mobilise pour changer le monde, mais j'accepte que je ne le verrai peut-être pas. Je ne verrai peut-être pas les résultats de cette action, de cette mobilisation, mais c'est pas grave. En fait, je fais partie d'un tout collectif qui me dépasse en tant qu'individu, et donc je me mobilise en ce sens, autour de ça, pour une transformation qui arrivera peut-être un jour. Années 70, c'est le tournant de l'individu en sociologie. C'est un moment où les individus vont s'émanciper petit à petit de leur collectif d'appartenance. En gros, j'ai pas envie d'être simplement la fille d'eux, habiter dans tel territoire et appartenir à telle religion, à telle catégorie socio-professionnelle, etc. Je veux choisir ma vie. Donc c'est un moment où, en tant qu'individu, je m'émancipe. La massification progressive de l'enseignement supérieur me le permet et ça recompose les liens sociaux. Donc je suis moins enfermée dans des liens hérités, familiaux, communautaires. J'ai davantage de liens sociaux, je rencontre beaucoup plus de monde, mais c'est des liens qu'on appelle faibles parce qu'ils ne sont pas hérités, ils sont choisis, ils sont beaucoup plus nombreux, mais ils ne sont pas gravés dans le marbre. C'est pas comme les relations familiales. Ça a des effets très positifs puisque ça entraîne des mouvements de libération. Ça a des effets moins positifs puisque c'est le moment où les vagues de dépression augmentent puisque d'un coup je suis un peu responsable de moi-même, quoi. Donc ça a ce côté un peu vertigineux. Tournant de l'individu, puis peu de temps après, fin des grandes idéologies avec la fin de l'URSS et la très symbolique chute du mur de Berlin. Si vous vous rappelez ma figure du militant communiste, en gros, d'un coup, je me rends compte que ce qu'on m'avait dit, ce que la structure dans laquelle je m'impliquais corps et âme m'a vendu, le rêve qu'on m'a fait miroiter, n'existe pas. Et donc là, il y a une grande déception chez les individus, et ça entraîne quoi ? Ça entraîne une recomposition des formes d'engagement. Ça devient un engagement que Jacques Thion appelle post-it, puisqu'en gros, je m'émancipe de la structure dans laquelle je m'engageais jusqu'ici, pour continuer à me mobiliser sur des causes, mais tel un post-it, je prends mon engagement pour le mettre ailleurs si l'endroit dans lequel je m'implique ne me convient pas pour tout un tas de raisons. Cet engagement-là, il est caractérisé par plusieurs choses. Déjà, c'est un engagement qui est pragmatique. Le grand soir, c'est fini. Moi, je veux voir les résultats concrets de mon action. Donc, je ne vais pas me laisser avoir par des grands discours. Je me mobilise, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Et je veux le voir. Donc, j'ai des ambitions qui sont peut-être moindres. Ce n'est pas forcément transformer la société de façon radicale. C'est plutôt l'ère du colibri, en gros. Je fais ma part, mais voilà, je veux que ce soit concrètement, ça se matérialise concrètement. Deuxième caractéristique qui est très importante, c'est que mon engagement doit me procurer du bien-être en tant qu'individu. C'est fini l'engagement sacrificiel. Je ne me sacrifie pas pour une structure et pour un truc qui me dépasse. Je veux que ce soit aussi source d'épanouissement, source de bien-être. Et troisième élément, je l'ai dit, c'est la diminution de l'importance de la structure au profit de la cause. Et donc là, je vais avoir des phénomènes de multi-engagement, ce qui est assez déstabilisant pour les organisations. Ça, c'était années 90. Aujourd'hui, mon avis, c'est qu'on est en train de rentrer dans une troisième ère de l'engagement autour des très jeunes, autour de la figure de Greta Thunberg, en gros, si je devais la matérialiser. Et donc là, ça devient assez différent puisque l'engagement de ces très jeunes,
et surtout tourner autour des très grandes causes. L'urgence climatique, la lutte contre les inégalités, la lutte contre la précarité, la dignité dans l'accueil des migrants. Vous voyez, ces très grandes causes qui vont les mobiliser très fortement, mais les mobiliser très fortement de façon radicale. C'est un engagement qui est caractérisé par une certaine radicalité. Et quand j'emploie ce terme, je fais exprès de l'employer parce que ça fait toujours un peu peur, mais je ne dis pas ça dans le sens de la destruction. Je dis radicalité au sens de prendre les problèmes à la racine. Donc c'est un engagement qui implique d'aller au fond des choses pour pouvoir changer la société de façon radicale. Donc en gros, c'est le retour du grand soir, mais sauf qu'à la différence de la figure du militant communiste, c'est un grand soir que je veux voir intervenir tout de suite, maintenant, parce que l'urgence est telle que je n'ai pas le temps d'attendre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour que le monde puisse changer. Première caractéristique, c'est ça. Deuxième caractéristique, c'est un engagement qui est toujours très centré sur l'individu. Comme pour la deuxième ère de l'engagement, très centré sur l'individu, puisque si le monde ne change pas, ben moi, en tant que personne, je ne vais pas aller bien. En fait, ça crée des phénomènes d'éco-anxiété, j'y reviendrai après, mais des phénomènes d'éco-anxiété, des problématiques de santé mentale qui sont vraiment très vifs, et donc du coup, il y a un impératif de changement pour que je puisse m'épanouir. Troisième caractéristique, c'est quand même le retour du collectif de manière très forte, puisque le changement que j'appelle de mes voeux est tel que je ne peux pas le faire tout seul. Et donc du coup, c'est de nouveau une forme de collectif qui prend le pas. Quatrième élément que je développerai après, mais je vous le dis quand même pour l'avoir en tête, ce qui caractérise cette ère de l'engagement, c'est plus le colibri, c'est plus les silos, on n'est pas chacun sur sa cause. Ce qui caractérise cette ère de l'engagement, c'est vraiment une articulation des causes. Quand on échange avec des jeunes engagés de cette ère-là, ils nous disent on ne traitera pas la question climatique si on ne traite pas la question sociale. Et tout ça dans un contexte démocratique vitalisé où les citoyens trouvent leur place. Enfin, ils n'opposent pas les causes. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça nous invite quand même à sortir de nos silos, mais j'anticipe peut-être un peu la suite. Merci beaucoup Claire. Alors, Aymeric, presque même question. Quelle est pour vous la traduction concrète de cet engagement ? Alors moi je bois les paroles de Claire. On les boit tous. Ouais, et j'ai exactement ce même constat aussi, et notamment avec les étudiants qu'on accompagne au sein du Bachelor Act, sur le fait qu'ils sont sensibles à ces grandes causes que tu as évoquées, que sont la lutte contre les inégalités, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, qui a cette articulation-là. Et alors nous on le renforce parce qu'on aborde cette approche systémique en disant on ne pourra pas traiter une sans l'autre. Et ça, les étudiants le comprennent bien et ils s'approprient bien ces sujets. La place du collectif aussi, très, très important. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est comment est-ce qu'on ramène l'engagement à son histoire personnelle. Moi, j'ai une approche qui va être plus centrée sur l'individu et les démarches individuelles, et comment est-ce que l'engagement est vecteur à la fois d'émancipation, de développement des compétences, de confiance en soi, de justement trouver et prendre sa place. Vraiment, vraiment important. Et moi, c'est mon histoire, mais ce sont mes engagements qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis engagé à 18 ans, 19 ans, que j'ai rencontré du monde, que j'ai développé ces compétences, que j'ai pris confiance. Et c'est cette trajectoire que je vois aussi chez beaucoup de jeunes qui sont engagés. Donc, c'est ramener à ça, quand on a envie de s'engager, c'est de se dire, ok, mais finalement, quelle est ma sensibilité à moi, en fait, par rapport à mon histoire, par rapport à mon parcours, par rapport à là où j'ai grandi, à ce qui résonne, en fait, où est ma sensibilité, qui va être cette clé d'entrée vers l'engagement. Et à partir de là, il y a plein de modalités, il y a plein de manières de le faire. Donc certains vont partir pour aller plutôt militer, plutôt faire des manifestations. Nous, on voit des jeunes qui s'engagent très tôt, ceux qu'on va chercher, qui sont dans leur lycée, qui organisent des événements, qui organisent des projections de films sur l'environnement, qui vont être éco-délégués. D'autres vont être engagés dans leur quartier, en aidant en fait, les voisins, en étant dans leurs associations de quartier, en s'engageant pour les autres. D'autres, ça va être au sein de leur famille, parce que la situation familiale fait que c'est à cet endroit-là qu'ils s'engagent, et là aussi c'est de l'engagement. Quand on est soutien de famille, ou quand on est grand frère ou frère et sœur dans une famille nombreuse, en fait là aussi c'est quelque part s'engager pour ses proches. Et donc cette mise en mouvement-là, en fait, elle est intéressante parce qu'elle va être vecteur d'émancipation, vecteur de développement de ces compétences-là, de prise de confiance, et finalement c'est aussi de ça dont on a besoin dans une société. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui sont actifs pour leurs proches, mais aussi plus grandement pour les causes qui nous rassemblent. Merci beaucoup. On va continuer du coup sur cet engagement a quand même des conséquences pour les entreprises, les organisations. On voit quand même les jeunes qui évoluent.
Il faut aussi que les entreprises puissent évoluer et répondre à leurs demandes. Du coup, Claire, quelles sont les conséquences pour les organisations de cette situation et de cette évolution ? Alors là, les organisations, c'est au sens de structure associative, espace d'engagement, enfin vraiment, c'est au sens un peu large, espace politique aussi. Un élément que j'ai pas précisé, j'attendais que cette question soit posée pour le faire, c'est que ce qui caractérise cette ère de l'engagement, cette nouvelle manière de s'engager, c'est une distance assez grande à l'égard des institutions. Et quand je dis institutions, je ne parle pas que des institutions de la République, hein, je parle des institutions, des organisations, des grosses organisations assez institutionnalisées. Ces très jeunes, ce qu'ils nous disent, je vais vous reparler de moi 5 minutes. Quand j'ai commencé à m'engager il y a quelques années maintenant, il y a quelques années maintenant, je me souviens que notre ambition, c'était de créer un rapport de force avec les institutions. On se mobilisait pour avoir des victoires, et donc l'objectif, c'était de gagner le rapport de force avec les institutions pour avoir ce qu'on voulait. Et moi, je me suis un peu arrêtée là. Je me suis dit, c'est comme ça qu'on fait. En fait, non, plus du tout. Maintenant, ces très jeunes, ce qu'ils nous disent, c'est les institutions, on n'a pas de défiance vis-à-vis d'elles. On n'a pas envie de se battre avec elles. En fait, vous êtes trop lents. C'est trop lent. Vous faire bouger, ça nous demande trop de temps. Et donc, du coup, plutôt que de nous battre contre vous, on va s'organiser dans notre coin pour agir en pensant que ça ira plus vite. Je vous donne un exemple pour illustrer ça, 2 exemples. En 2019, rappelez-vous les marches pour le climat. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. J'étais encore déléguée générale d'AnimaFac à l'époque et j'étais dans une espèce de boucle de mail où, vous savez, on ne voit pas qui est là, quoi. Donc un peu en ni vu ni connu. Et je me souviens, les jeunes autour des mouvements climat qui étaient dans cette boucle de mail écrivent un mail en disant « Brune Poirson, qui était secrétaire d'État en charge de la biodiversité, si je ne dis pas de bêtises, propose de nous recevoir le 15 mars. Et le 15 mars, c'était le jour de la marche pour le climat. Elle propose de nous recevoir à déjeuner pour entendre nos revendications. Et donc moi, je me dis, super. Enfin, dans ma tête, je me dis ça. Super, ça va être un bon moyen de passer des messages. La réponse de toutes les organisations sur cette boucle de mail, à l'exception d'une seule que je ne citerai pas, c'est de dire, mais c'est hors de question qu'on aille perdre notre temps à aller déjeuner avec cette secrétaire d'État. On sera beaucoup plus efficace dans la rue. Donc vous allez me dire, c'est peut-être une question de lecture politique. Mais la semaine suivante, je vais à la mairie de Paris, autre couleur politique. Je parle avec le cabinet de la maire de Paris, toujours sur le même sujet. Le cabinet de la maire de Paris me dit comment on fait pour aider ces mouvements autour du climat. On leur a proposé notre aide, ils ne nous répondent pas. Donc vous voyez, c'est quand même assez, ça interpelle quand même. Hein. Et là, dans le bouquin que j'ai écrit, j'ai conduit une interview avec un jeune mobilisé à Marseille, donc encore autre chose, à l'époque avant Benoît Payan, encore un autre courant politique. Le jeune mobilisé était d'abord au Conseil régional des jeunes. Et au bout de quelques mois, il est parti, parce qu'il avait l'impression que ça ne servait absolument à rien de s'impliquer dans ces espaces-là, si ce n'est de perdre son temps à manger des petits fours, quoi. Donc je sais que ça fait peur quand je dis ça, mais il faut pas paniquer, parce qu'en réalité, derrière, une fois qu'on s'est dit, le rapport aux institutions, il est plutôt distant, qu'est-ce que ça implique pour les organisations ? Ça implique, premier élément, de ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et de ne pas se dire, c'est un problème qui va passer avec le temps et les jeunes finiront par ne plus l'être et ils reviendront vers nous, parce que je ne crois pas que ce soit si simple. Je pense qu'il faut vraiment qu'on entende leur aspiration à plus de changements, sans doute plus vite et de manière plus radicale. Mais ce n'est pas incompatible avec ce qu'on est en réalité. On peut le faire dès lors que chacun se met à la place de l'autre. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui est très important pour faire venir les jeunes dans nos organisations et pour que le dialogue soit plus fluide, c'est la question de l'exemplarité. Ce qui revient beaucoup dans les discours de ces très jeunes, c'est en fait, vous n'incarnez pas les valeurs que vous défendez. Et l'exemplarité, c'est important de le dire, c'est pas une question de perfection. On n'est pas parfait, c'est pas ça. L'exemplarité, c'est vraiment la cohérence entre des discours et des actes. Et quand vous avez des organisations qui ont des grands discours sur la transition écologique, mais qui ont des pratiques qui entrent totalement en dissonance avec ces discours. Quand vous avez des grandes organisations qui ont des grands discours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais avec des gouvernances qui sont extrêmement loin d'être paritaires. Quand vous avez... vous avez compris l'idée, quoi. Donc, du coup, ça crée beaucoup d'incompréhension et ça renforce la distance vis-à-vis des institutions, entre les institutions et les jeunes. Troisième point, pour bien comprendre et pour réussir à mieux se parler, quand on parle de l'engagement des jeunes aujourd'hui, il ne faut pas du tout minimiser la question des affects. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez nouveau.
les problématiques d'éco-anxiété, les problématiques de santé mentale, les ruptures dans les trajectoires, parce que le changement est tellement vertigineux qu'il faut qu'on bifurque. Vous avez entendu tous ces discours autour de la bifurcation. C'est pas un effet de mode et c'est pas des paroles en l'air ou des menaces à l'égard des autres, on va dire, pour essayer de les convaincre que ce qu'on fait ou ce qu'on porte, c'est mieux. C'est sincère, c'est vraiment sincère. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris. Et si on le regarde avec trop de distance ou trop de condescendance, on risque de ne pas réussir à se parler. Et puis, dernier point, c'est la question du partage du pouvoir. Mais ça, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est une question qui est quand même récurrente. C'est qu'à un moment, vouloir avoir des jeunes dans nos organisations, quelles qu'elles soient, c'est pas simplement leur demander leur avis sur des trucs de jeunes dans un espace de jeunes. En fait, c'est aussi accepter que la décision, je dis pas sur tous les sujets, je dis pas tout le temps, faut pas non plus être dans un jeunisme, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait mieux que les autres. Mais quand on a cette ambition-là, la question du partage du pouvoir, elle doit se traiter de manière impérative. Et est-ce que j'ai encore 2 minutes ou pas? Ok. Et donc, dernier point, quand même, sur la question du rapport aux institutions. Ah bon, ça va, super. Dernier point sur la question du rapport aux institutions. Moi, je crois pas, quand je dis ça, je crois pas que ce soit une fatalité, parce que quand je vous dis que ces très jeunes, ils aspirent à un changement radical, si jamais le dialogue avec les institutions ne se rétablit pas, ça risque d'entraîner quoi? Ça risque d'entraîner de la frustration. Parce que le sujet, c'est quel débouché politique, pas au sens partisan, mais au sens de vie de la cité, quel débouché politique pour ces revendications et ces aspirations de transformation du monde, en gros. Et ça, c'est pas en s'engageant tout seul dans son coin que ça fonctionne, en fait. Ou même en s'engageant de manière très nombreuse dans son coin que ça fonctionne. On vit en société et on a besoin des institutions pour ça. En revanche, là, ce que je dis aux institutions, c'est entendez la question de la temporalité. Ça peut pas marcher si toutes les décisions prennent autant de temps à être mises en application, parce que être jeune, ça passe vite, en fait. Et qu'à un moment, il y a des questions de temporalité qui marchent pas et qui matchent pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment il faut pas faire comme si c'était pas un problème. Et ce que je me dis à moi, là, en tant que corps intermédiaire, représentante des corps intermédiaires, du monde associatif, etc., c'est que finalement, notre responsabilité à nous, en tant que corps intermédiaire, c'est de faire des ponts entre ces aspirations des jeunes qui sont radicales et ces institutions qui ont un peu du mal à les entendre, justement parce qu'on fait tous le même constat. Enfin, tous peut-être pas, mais quand même beaucoup d'entre nous, on fait ce constat-là. On est à un moment où les crises sont très vives. La crise sociale, la crise environnementale, l'augmentation de la précarité, tout ça, c'est un fait. C'est pas un point de vue, ce sont des faits. Et donc face à ça, on veut tous, en tout cas je crois, que les choses s'arrangent et que les choses s'améliorent et que ça aille mieux et que du coup tout le monde trouve sa place. Mais pour le faire, ça ne peut passer que par un dialogue entre les uns et les autres, au risque d'alimenter encore les ruptures. Voilà. Merci beaucoup Claire pour cet éclairage. Alors Émeric, comment est-ce qu'on peut faire rencontrer les envies des jeunes et les besoins des entreprises? Pas évident comme question. Non. En vrai, j'aimerais bien la poser à tout le monde ici et tous ceux qui sont en ligne. Éventuellement dans le chat, mettez vos idées. Parce que oui, n'hésitez pas à poser vos questions, tout à fait. Je me sens incapable d'y répondre. Je peux donner quelques idées. Notamment, peut-être, il y a un point intéressant qui est il y a eu la consultation nationale étudiante du RESES, qui est sortie là en 2023 et qui pose la question aux étudiants, en fait, face justement aux grandes causes et à ces enjeux, qui peut y répondre? Premier acteur qui sort, c'est l'État à 80% des étudiants. 80% des étudiants ont répondu l'État. Deuxième acteur cité du coup à 55% par les étudiants, ce sont les grandes entreprises. Donc en fait, les grandes entreprises sont considérées par les étudiants comme étant le deuxième acteur majeur pour pouvoir répondre aux défis, notamment aux défis climatiques. Pour autant, deuxième question, c'est quel est le niveau de confiance que vous leur faites pour pouvoir le faire? 50% des étudiants ont répondu ne pas du tout faire confiance aux entreprises pour y arriver. Donc c'est un fait. Donc il y a à la fois une attente et en même temps un manque de confiance. Donc certainement la question comment on fait pour se faire rencontrer, il y a déjà autour de comment est-ce qu'on redonne confiance aux jeunes, mais en vrai pas que, parce que je pense que ce manque de confiance vis-à-vis des entreprises, elle n'est pas que incarnée par la jeunesse. Donc comment on fait pour faire reprendre confiance dans le monde de l'entreprise pour pouvoir être des acteurs majeurs aux défis que notre humanité est en train de rencontrer. Donc certainement qu'il y a des mouvements quand même qui se font depuis déjà une quinzaine d'années, et peut-être les dernières sur doter les entreprises d'une raison d'être.
Ça tombe bien, on l'a fait. C'est un bon début. Et puis, vous êtes dans un groupe qui est quand même aussi à une histoire de service public. Donc, certainement que donner déjà une raison d'être à une entreprise et faire que cette raison d'être soit fédératrice pour les parties prenantes, internes, externes, et que cette raison d'être soit connectée en fait aux grandes causes qui nous concernent, est un bon début. Après, c'est pas suffisant. Il y a la question de l'ambition, et telles que les entreprises à mission ont été constituées, en fait, elles définissent elles-mêmes le niveau d'objectif. Et comme les niveaux d'objectifs et les indicateurs qui sont associés, s'ils ne sont pas atteints, on risque de perdre cette définition d'entreprise à mission. Donc ça pousse tout un chacun quand même à avoir des ambitions qui sont peut-être moins ambitieux que les défis auxquels on peut faire preuve. Ou pas, ça dépend les groupes. Je modère un tout petit peu, il y a quand même des comités de mission avec des externes qui font en sorte que les objectifs soient et ambitieux et réalisés. Ouais, bon, très bien. Donc en tout cas, d'avoir des objectifs ambitieux, ça c'est une chose, de pouvoir les suivre. Et il y a la question, en fait, et Claire, tu l'as dit, qui est de l'incarnation. Et comment faire en sorte que finalement tout ça ne soit pas, et pardon pour le terme, mais que tout ça ne soit pas du bullshit en fait. Parce que ça se dit, on dit ok, on a mis des mots, on a mis des concepts, on a une grande mobilisation, etc. Comment on fait pour que ça soit incarné par les dirigeants, incarné par les managers, incarné par toutes les parties prenantes en fait, et que ça soit un vrai mouvement et qu'on ait vraiment l'impression que quand on est dans une organisation, finalement on contribue à cette raison d'être avec tous les paradoxes dans lesquels on peut aussi se retrouver dedans. Donc il y a vraiment cette question de l'incarnation, d'exemplarité en fait de l'entreprise. Et ce que je crois, ce qui nous tue toutes et tous, et alors je ne suis pas dans le monde de l'entreprise, donc je peux le dire facilement, en fait c'est les discours institutionnels. C'est-à-dire de montrer que ce qui va en fait. Mais en vrai, en fait, on a le droit de dire mais ça va pas. Et en fait, ça, on ne sait pas comment on va le faire. Sauf qu'on a tendance à essayer de masquer parce qu'on est dans un monde en fait de communication. Où, en fait, il faut vraiment tout le temps montrer ce qui va bien, parce qu'il y a des enjeux derrière, il y a des indicateurs, il y a la réputation, etc. Mais pour avoir fait intervenir beaucoup de personnes du monde de l'entreprise face aux jeunes, quand j'étais chez Nactos auprès des étudiants, pas que, en fait, dès qu'il y avait des discours institutionnels, aujourd'hui, c'est comme quand il y a de la publicité. C'est-à-dire qu'en fait, on se met en veille, on n'écoute plus. Donc on sort le téléphone, on est complètement ailleurs. Alors qu'en fait, des discours qui sont incarnés, qui sont dans une parole vraie, en fait, on les écoute. Et nous, nos étudiants, ils disaient, mais ok, ça, vous nous dites ce qui va bien, mais dites-nous ce qui ne va pas, en fait. Dites-nous où est-ce que vous galérez et comment est-ce que nous, on peut contribuer. Et donc, je pense que c'est ça aussi, faire société. C'est de parler vrai et de mettre les pieds dans le plat. Et en fait, c'est ok. On sait que personne n'est parfait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de, certainement pour les directions de la communication, et de tout à chacun d'avoir une communication plus ouverte. Et alors après, les enjeux externes, etc., mais aussi de poser la question, en fait, comment vous avez envie de faire, comment vous avez envie de contribuer. Donc, aller interviewer les jeunes, mais pas que, sur leurs idées, et que ça ne soit pas simplement une manière d'accompagner du changement. Parce que ça, c'est dans la théorie du changement, c'est on mobilise les parties prenantes pour pouvoir faire du changement. En vrai, une moitié des décisions, ou les 3/4 sont déjà prises. Donc, c'est là aussi dans une certaine honnêteté de démarche, de lâcher prise et d'accepter en fait parfois de ne pas savoir où on va, mais de faire confiance. Voilà. Et de faire confiance à ses parties prenantes, de faire confiance à ses salariés, de faire confiance à ses jeunes, en disant mais en fait on ne sait pas, mais on y va et on va y arriver ensemble. Donc c'est peut-être un autre élément de posture qui génère de la confiance, je pense. Après, il y a des choses intéressantes voilà, il y a les shadow comex que certaines entreprises sont en train de faire, qui du coup, redonner du pouvoir ou de la concertation à des jeunes. Mais là aussi, on peut assez facilement être dans je ne vais pas réutiliser le terme, mais si on peut dans du bullshit quand on le fait, sauf si on a vraiment envie que ça remonte. Et que ça soit écouté, que ça soit entendu. Donc, je ne connais pas du tout les pratiques du groupe La Poste, donc je parle de manière très caricaturale, très générale. Vous avez le droit de me tacler autant que vous voulez dans les messages, ou au contraire et donc je pose aussi la question à celles et ceux qui nous écoutent. En fait, comment on fait pour faire rencontrer la jeunesse, le monde de l'entreprise, redonner confiance pour pouvoir être à la hauteur des défis que nous rencontrons. Merci beaucoup. Non, mais effectivement, c'est très intéressant. Hein. Nous, côté groupe La Poste, on est effectivement
Banque Postale également, entreprise à mission avec nos indicateurs, notre raison d'être. Et on essaye de faire beaucoup pour les jeunes, notamment pouvoir les intégrer dans les stages de 3e. On a aussi une marque employeur qui est très forte pour mettre aussi en avant les valeurs de la Banque Postale. Mais on lutte beaucoup contre le greenwashing, hein. C'est effectivement l'une de nos luttes quotidiennes pour montrer que c'est du vrai et on essaye au maximum d'incarner ces valeurs. Mais j'entends aussi le ressenti des jeunes. Claire, vous voulez rebondir? Oui, mais alors merci, parce que je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, Aymeric. Et donc, ça m'a fait penser à deux choses. Premier message, quand même, quand on parle d'engagement, parce que c'est quand même très à la mode que les entreprises se saisissent de la question de l'engagement. Du coup, quand même, n'oublions pas que l'engagement, c'est aussi créer des aspérités, et parfois du débat. Et c'est pas c'est pas simplement quelque chose de lisse qui est source d'épanouissement pour l'individu. Enfin, il faut aussi accepter ça sans se dire que c'est effrayant et que ça va pas du tout. Enfin, l'engagement, c'est aussi parfois du débat et de la confrontation, et c'est pas grave. Mais surtout, ce que je voulais dire, ce que disait Aymeric, ça m'a fait penser justement à la Convention citoyenne sur la fin de vie, parce que c'est exactement ce qu'on a vécu. Et un des éléments qui fait que ça a plutôt bien marché avec les citoyens, c'est quand on leur a dit la vérité. Et quand on leur a dit, on galère pour ça, on n'y arrive pas, on ne sait pas comment on va faire, c'est difficile, c'est du travail, et ça a vraiment créé une cohésion de groupe qui était très forte, et le fait de partager nos difficultés et d'expliquer qu'à certains moments, on a peut-être pris des décisions de bonne foi, en fait, voilà, mais qu'on s'est planté parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas bien anticipées, et donc s'excuser, dire qu'on a eu tort, ou nuancer, ou revenir sur des décisions qui ont été prises et pas s'enfermer là-dedans et ne pas faire croire que tout allait bien, ça c'est une source de grande force. Et moi, ce que je dis, mais je pense que ça se vérifie aussi par rapport au monde de l'entreprise, ce que je dis souvent, c'est que quand ça marche bien, c'est pas par magie, hein. C'est pas parce qu'il y a un moment une petite fée qui s'est mise au-dessus de nous et qui nous a dit ça va être super, tout va bien se passer. C'est parce que tout le monde a beaucoup travaillé pour que ça marche bien. Et je pense que dire que le collectif, ça se travaille et que pour que ça marche, il faut que chacun y mette du sien et tende vers une ambition partagée, mais partagée au sens vraiment partagée et discutée, c'est peut-être rassurant en fait de l'accepter. Merci, moi je retiens transparence, vérité, exemplarité, incarnation. Des beaux... et faire de son mieux, parce que ça met la pression quand même. Et toujours faire de son mieux. Toujours faire de son mieux. Tout à fait. Merci, je vous propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Alors, est-ce que, Elena, on a des questions en ligne? Oui, on a deux sujets qui sont revenus. Un sujet, c'est le rapport des jeunes avec l'entreprise. Donc, il y a Sarah qui nous dit nous avons un vrai problème de délégation des décisions. Par conséquent, les jeunes se détachent de l'entreprise. Comment leur redonner l'envie de travail? Et après, il y a Karima qui nous dit comment les jeunes peuvent faire confiance aux entreprises quand trouver un stage, c'est déjà le parcours du combattant. Donc, c'est le sujet que vous avez commencé à traiter, comment donner la confiance et l'envie aux jeunes de la vie du travail en entreprise. Moi, j'ai cette maxime en tête qui est en fait on s'engage ou on s'implique dans ce à quoi on a contribué. Et donc il y a la question en effet de la décision. En fait, comment est-ce qu'à un moment donné on implique ou on se sent impliqué dans une décision? Et ça se fait alors à l'échelle de l'entreprise, mais ça peut se faire à l'échelle d'un service, ça se fait à l'échelle d'un projet en fait. Donc c'est parfois quand on est jeune, on peut être considéré qu'on est débutant, qu'on ne sait pas, et donc on peut dans l'accompagnement avoir une posture un peu d'hyper-contrôle et au contraire des fois de lâcher, de laisser prendre des décisions, en fait, d'avoir le sentiment et une réalité d'avoir la mainmise en fait ou la responsabilité de son travail. Donc ça peut être facile à dire, hein. Mais c'est une première chose. Et en fait, après, l'entreprise, elle est incarnée. Hein. Elle est toujours incarnée par des managers, par tes collègues, par des collaborateurs. Donc, il y a aussi quelque chose dans les compétences, les qualités, les savoir-être qui vont justement générer en fait de l'engagement, de l'implication dans son travail. Et donc, c'est intéressant de se dire, ok, quels sont les savoir-être qu'on a envie qu'ils soient incarnés au sein de notre organisation. Ça peut être une question. Et sur les stages, il y a souvent, en effet, c'est un sujet. Alors, je pense que notamment les grandes entreprises ont beaucoup de politiques d'ouverture de stages, et vous en avez parlé sur les stages de 3e, notamment.
Notamment, il y en a plein d'autres, mais c'est une bonne chose en fait de faire se rencontrer. Après, il y a la question aussi de quelle est la paire de lunettes que l'on met quand on va rencontrer un candidat. Là aussi, c'est quel est le niveau d'exigence qu'on veut avoir en fait. Donc comment en fait à un moment donné en tant qu'entreprise, on cherche pas à avoir tout le temps les meilleurs qui sortent des meilleures écoles, qui ont fait les meilleures formations, mais en fait on ouvre et on donne la chance à tout à chacun en fait, et de donner la chance de faire confiance aussi en changeant la paire de lunettes, en regardant différemment finalement des différentes trajectoires. Bon, c'est un début de réponse. Claire, est-ce que vous voulez compléter ? Ouais, alors moi je dirais, je pense que ce qu'on subit quand même, c'est aussi un peu une crise de confiance, Enfin, c'est ce qui est dit dans la deuxième question, c'est qu'à un moment, on ne peut pas attendre des jeunes qu'ils fassent confiance aux institutions, quelles qu'elles soient, si en retour, on ne leur donne pas des gages de confiance. Enfin, c'est un peu c'est la base. Alors vous allez me dire, évidemment, on le sait, mais sauf qu'on le sait et on ne le fait pas. Parce qu'on a tous... On se dit tous, quand on embauche, oh là là, si on prend un junior, ça veut dire qu'il faut le former, machin, et c'est galère, et leurs aspirations, elles sont nouvelles, et elles me font peur, et elles me challengent un peu. Et on voit ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il y a un peu cette espèce de peur et ce sentiment de repli, enfin, cette tentation au repli sur soi. Bon, en tout cas, un des éléments importants, c'est la question de la confiance. Et après, moi, ce que je me dis, mais peut-être qu'on y reviendra après, c'est que il ne faut pas oublier que la vie, elle est longue, hein, qu'il y a plein... Non mais c'est vrai, il y a plein d'espaces où on peut se créer des expériences, créer des engagements. Il y a plein de manières de réussir. Il ne faut pas oublier ça. Je dis à dessein aux très jeunes, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais je me souviens quand on est au collège, au lycée, quand on commence nos études, on se dit mais comment je vais faire, comment je vais y arriver, comment je vais avoir mon premier boulot, comment je vais trouver ma place, et ça semble lointain, difficile, quasiment inaccessible. Et on est quand même dans un système éducatif qui est assez anxiogène, où il faut réussir vite, ou si on n'a pas son bac à 18 ans, bah c'est bizarre, si on n'a pas sa licence à 21 ans, c'est critiqué, son master à 23, c'est pareil. Et ça, c'est une caractéristique assez française, hein. L'âge médian des étudiants en France, c'est un des plus bas d'Europe. Donc c'est quand même une caractéristique française, avec une injonction très forte à se placer vite, au détriment de son épanouissement. Et je trouve que ça fait des dégâts. Ça fait vraiment des dégâts. Franchement, moi j'ai fait un doctorat, j'ai pas eu de problème, j'ai réussi à l'école. Je fais encore des cauchemars la nuit parce que j'ai peur de ne pas m'être réveillée pour aller passer mes partiels. C'est grave quand même, non ? Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la vie est longue, et donc je sais que c'est facile à dire, mais franchement, une fois qu'on est sorti de ça, on se rend compte qu'on s'est quand même beaucoup pris la tête, et qu'il y a plein d'opportunités qui s'offrent à nous dès lors qu'on se fait confiance et que quelqu'un ou des gens nous font confiance. Et donc c'est un peu, ça c'est ce que je voulais dire aux jeunes, et ce que je veux dire aux entreprises, aux recruteurs, c'est que du coup ça tient à pas grand-chose, mais faire preuve de confiance à l'égard de ces très jeunes, ça peut changer leur vie, et ça peut faciliter le quotidien de tout le monde. Ça me fait rebondir du coup sur les jeunes de l'Envol. Oui, effectivement, c'est cette chance qu'on leur donne, c'est qu'on leur fait confiance. Et après, on les accompagne, bien sûr. Mais ils sont très reconnaissants, effectivement, de la confiance qu'on leur accorde. Mais c'est une chance pour eux, mais c'est aussi une chance pour vous. Absolument. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à dire, c'est qu'on ne rend pas que des services. En fait, c'est accueillir des très jeunes, c'est aussi une source d'enrichissement immense pour nous tous. Donc voilà, c'est cette dialectique. Oui, tout à fait. On reçoit plus qu'on ne donne. C'est certain. Merci. Il y a une autre question justement qui est peut-être très inspirée aussi par rapport à la condition de nos jeunes de l'Envol. Karima nous dit les jeunes qui sont en situation de précarité et par conséquent qui voient ces rêves individuels difficiles à atteindre, comment peut-il penser à l'engagement collectif ? Alors ça, je pense que c'est une question de témoignage, et ça c'est sûr. Après, l'engagement collectif, il se fait un peu tout le temps, hein. On s'en rend pas toujours compte, mais s'entraider entre voisins, créer des réseaux de révision, faire en sorte que les personnes qui sont encore plus en difficulté que nous le soient peut-être un petit peu moins. Enfin, il y a un peu. En fait, je pense que il faut surtout ne retenez pas de cette conférence que l'engagement c'est quelque chose de sacré et normatif.
C'est pas le cas. En fait, il y a tout un tas de manières de s'engager et il ne faut pas avoir une vision trop normative de l'engagement. Et parfois, on donne comme on peut. Ça peut être 1 heure à un moment, ça peut être 6 mois à un autre, ça peut être une vie parfois. Ça va dépendre en fait de ses envies, ses opportunités, ces moments de vie. On a un engagement des jeunes qui est très fort, un engagement des actifs qui est très fort, et au milieu, on a un engagement des jeunes qui est très fort, un engagement des retraités qui est très fort, et au milieu, on a un engagement des actifs qui l'est beaucoup moins, et surtout des actifs entre 30 et 45 ans, 50 ans, parce qu'en plus, à l'activité s'ajoutent les enfants, etc., etc. Mais c'est pas grave, en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'interdire d'avoir des lectures trop normatives et trop jugeantes. On fait ce qu'on peut, mais ce qui est intéressant, c'est de l'inscrire dans un récit et dans une histoire, parce que à la fin, ça contribue quand même à changer un peu la société et à faire qu'on vit mieux ensemble. Merci. Alors, peut-être des questions de la salle. Une question dans la salle. Alors, on commence là, on prendra la seconde après. Bonjour, merci pour à la fois ces éclairages, j'ai envie de dire sociologiques et historiques. Moi, j'avais plusieurs choses, mais je vais essayer d'être synthétique. Déjà, une remarque pour vous, Amérique, concernant l'entreprise à mission, puisque je suis membre du comité de mission. Donc, vous dire en fait que l'entreprise à mission, c'est aujourd'hui une preuve très concrète de la stratégie d'engagement citoyen des entreprises, puisque, alors je peux parler au nom de la Banque Postale, on a 14 indicateurs, tu le disais tout à l'heure Stéphanie, 3 objectifs qui sont inscrits quand même dans les statuts de l'entreprise, et puis c'est un outil, entre guillemets, très réglementé, puisque chaque entreprise doit éditer un rapport qui est audité. Donc voilà, je voulais juste dire que pour moi, c'est une grande avancée assez concrète, parce qu'on parlait des choses assez concrètes et assez efficientes. Donc voilà, deux questions. Vous avez beaucoup parlé de l'engagement post-ado. Moi, je suis mère de 2 petites filles et je suis assez surprise de leur engagement, bien évidemment, à leur niveau, puisqu'elles ont 11 ans et 6 ans, voilà, comme ça vous saurez tout. Mais je me posais la question, on a parlé de la crise qui a suscité cet engagement très fort aujourd'hui de cette jeunesse. Est-ce que vous pensez, d'après vous, qu'aujourd'hui, des facteurs comme la place, ils ont plus de place dans la famille, dans la société, expliquent cet engagement, voilà, moi qui me surprend, vraiment, littéralement par rapport à leur âge que j'avais. Et la deuxième question, qui est plutôt sur l'engagement, la post-ado, on a beaucoup parlé des actions qui sont proposées au sein des entreprises, et c'est très bien, mais aujourd'hui, que proposent est-ce que vous pensez que les actions que proposent les pouvoirs publics, et puis on sait bien l'école, sont suffisantes? Voilà. Je ne sais pas si j'étais claire. Peut-être juste sur l'entreprise à mission, je l'ai cité comme étant justement une avancée. Mon propos est de dire que ce n'est pas suffisant et que les indicateurs sont... Bon, on peut y revenir. Et d'ailleurs, souvent quand on en parle, j'entends assez peu de témoignages sur la galère que c'est et les difficultés qu'on rencontre. Et en effet, on a toujours beaucoup de témoignages sur c'est très bien, on a des indicateurs, etc. Mais concrètement, c'est une galère aussi. Mais ça va dans le bon sens et en effet, c'était complètement aligné avec ça. C'est une avancée majeure. Sur il y a la question de la place. Est-ce que la place des enfants dans la famille, en fait, du coup, favorise aussi leur engagement alors, il faudrait avoir une vision un peu sociologique de ça, mais certainement. Après, je trouve que l'école et l'éducation nationale, en fait, stimulent aussi. En fait, les programmes ont évolué. Moi, j'ai aussi, je suis papa de jeunes enfants, en fait, et je vois aussi qu'il y a finalement, ces sujets sont repris en fait à plein d'endroits, il y a dans plein de strates en fait de notre société, et donc c'est stimulé par l'éducation nationale. Et en fait, il y a aussi des projets en fait qui sont mis en place dans les classes, dans les collèges, dans les lycées en fait, qui permettent de mettre aussi en mouvement finalement dès le plus jeune âge les enfants, les ados, les jeunes adultes. Et ça, c'est une bonne manière en fait, notamment de lutter contre l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, c'est quelque part, c'est le sentiment d'impuissance. C'est en fait de se dire, en fait, les enjeux sont tellement grands, je suis tellement tout petit que en fait, je suis angoissé parce que je ne peux pas agir. Alors, lutter contre l'éco-anxiété, en fait, c'est se reconnecter à son pouvoir d'agir. Et ça commence en effet dès le plus jeune âge, à partir du moment où on sent qu'on fait partie de la solution et qu'on peut agir à son niveau et que cette action-là, elle compte. Finalement, c'est une bonne manière de reprendre sa puissance d'agir et de lutter contre ça. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie.
Je veux bien rebondir là-dessus parce que sur la question de la place de la famille, pendant longtemps, c'était considéré comme une institution, la famille. Hein. Aujourd'hui, c'est davantage une valeur refuge qu'une institution, quand ça se passe bien. C'est-à-dire que les liens entre les générations sont finalement beaucoup plus forts que ce qu'ils l'étaient. C'est plus horizontal, il y a davantage de dialogue, de partage, etc. Donc là, bon, ça c'est des chercheurs qui le disent. Mais sur la question de quelles conséquences pour les enfants, le fait que le rapport de force soit moins fort, qu'on soit davantage à leur écoute, qu'ils aient davantage de place, qu'on les incite beaucoup à expérimenter des choses, à leur donner la parole, à créer du débat, du dialogue avec eux. Il me semble, mais là c'est de l'expérientiel, hein, mais il me semble que ça ne peut avoir que des vertus pour leur confiance en eux. Mais alors par contre, là où ça interroge, et j'ai pas de réponse du tout, mais je me suis dit ça en vous écoutant, là où ça interroge, c'est que ça peut renforcer davantage encore les inégalités selon la famille dans laquelle on grandit. Et là, je pense que ce n'est pas qu'une question de... C'est pas qu'une question de catégorie sociale, en fait, hein, mais il y a plein d'autres facteurs qui se jouent. Mais si on a des bonnes relations de dialogue et de confiance avec ses parents, ben, ça va sans doute être plus facile et on sera mieux armé que si c'est pas le cas. Donc ça, c'est peut-être un point à développer pour la suite. Et puis pour ce qui est du post-ado, comme vous dites, en fait, il y a quand même plein de choses qui existent. Hein. Le service civique, il y a plein d'espaces d'engagement dans le monde associatif, les juniors associations qui se sont développées. Ça a été créé en 98, ça permet à des mineurs de se rassembler sous forme associative et de conduire des projets en étant en responsabilité du projet comme si c'était une association classique, loi 1901, pardon. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, je sais pas. Je pense que ce qui est important avec l'engagement, c'est aussi de laisser une part de liberté aux enfants et aux jeunes dans la création des projets. Et donc, du coup, plutôt que de leur dire « va faire ci, va faire ça », leur dire « tu peux faire ci et tu peux faire ça ». Et donc, en tant qu'école, on donne les outils pour le faire. En tant que famille, on le fait. En tant que collectivité, on le fait. Mais sans créer des espaces trop enfermants. Parce que finalement, ce qui est génial dans l'engagement, c'est la raison de l'engagement, l'objet de l'engagement, mais c'est aussi toute la trajectoire pour y arriver. Et quand on s'intéresse aux trajectoires, on apprend tellement de choses et c'est tellement important dans le regard qu'on a sur nous-mêmes, dans la notion de réussite, dans le rapport qu'on a aux autres, etc. Donc voilà, ça me permettait d'ouvrir là-dessus. Merci à tous les deux. Alors, je crois qu'on avait une autre question au fond de la salle. Ça sera peut-être la dernière. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Moi, j'avais une question par rapport au sujet de l'entreprise et de l'engagement ou de la confiance dans une entreprise. Vous avez parlé du partage du pouvoir. Qu'en est-il du partage de la valeur ? Est-ce que les entreprises qui savent mieux partager la valeur en bénéficient davantage de confiance ? Vous en pensez quoi ? Je suppose que oui, mais sous quelle forme, en fait, ça fonctionne, enfin, comment ça peut être mis en œuvre ? Alors, j'imagine intuitivement que oui. Je vais essayer de dire oui et d'expliquer pourquoi, puis de nuancer quand même après. J'imagine que oui, parce que en fait, ça s'inscrit dans la continuité de tout ce qu'on dit autour de l'horizontalité, en fait, d'une certaine manière. Partager la valeur, c'est aussi donner davantage de place aux salariés, aux travailleurs. Enfin, donc, j'imagine que oui. Après, là où je mettrai quand même une petite nuance, mais je mets aussi ça derrière la question des entreprises à mission, etc., c'est qu'il ne faut pas non plus que tout ça, et je ne dis pas que c'est le cas, mais que tout ça devienne des gadgets pour se donner bonne conscience, en fait. Parce que le fond du fond, c'est pas simplement est-ce que je partage la valeur, est-ce que je me suis doté d'une mission et d'un collectif à mission, etc. Le fond du fond, c'est quelle place je donne à mes collaborateurs, qu'est-ce que j'attends d'eux, comment on travaille ensemble, quel projet on porte, comment ce projet s'inscrit dans la société, est-ce que quand j'ai des discours, mes valeurs rentrent en cohérence avec mes discours. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça le sujet, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a que les entreprises à mission et que les entreprises avec de la valeur à partager qui attireraient les jeunes ou les moins jeunes. Et donc moi, je préside le mouvement associatif, c'est 1,8 million de salariés en France, donc c'est quand même pas rien. On n'a pas de valeur à partager derrière, et pourtant, on a des gens qui viennent bosser dans le monde associatif. Donc il y a sans doute d'autres choses qui se jouent. Donc voilà, moi, mon alerte un peu, mais c'est mon alerte générale autour de l'engagement. Il faut juste faire attention à ne pas le mettre à toutes les sauces et à se dire qu'en faisant, voilà,
en créant quelques outils par-ci par-là, ça va tout régler. Parce que derrière, l'engagement, c'est des aspérités. Et pour moi, c'est surtout ça, en fait. C'est accepter de se confronter les uns aux autres de manière constructive pour créer un cadre dans lequel on s'épanouit, que ce soit l'entreprise, que ce soit la collectivité, l'association ou la société en général. Merci, Émeric. Vous voulez Non, mais non je pense, en fait, c'est la question de l'intention. Quelle est l'intention première dans l'action? Très bien. Je pense qu'on va... Alors, une petite dernière. La dernière des dernières, et après, on va conclure. Alors, c'est peut-être une question un peu pour la conclusion. Moi, j'ai envie de savoir, la jeunesse et l'engagement, comment ça va s'inscrire dans nos formations de parrain-marraine de l'Envol. Et puis, je dirais, si je pousse un petit peu plus loin, parce que je suis aussi collaborateur, comment ça va s'inscrire dans nos formations de collaborateurs, parce qu'on embauche des jeunes. Et il est important de les garder chez nous. Voilà. Alors, je pense que c'est plutôt pour moi la question. Alors depuis plus d'1 an maintenant, on a intégré tout ce qui est l'engagement et la RSE dans le programme de l'Envol. On parlait d'exemplarité. On estime qu'on doit être exemplaire aussi vis-à-vis de nos jeunes, notamment lors des campus. Alors un exemple tout bête, mais on arrête d'acheter en Chine. On arrête d'avoir des goodies à gogo et voilà, on a une consommation qui est beaucoup plus responsable. Mais au-delà de ça, on souhaite aussi engager nos jeunes et leur faire prendre conscience des enjeux sociétaux et environnementaux. Ça passe notamment dès leur première année dans le programme par la formation à la fresque du climat. Voilà, pour qu'ils puissent bien comprendre ces enjeux et voir, eux, à leur niveau, comment est-ce qu'ils peuvent agir. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, on est en train de mettre en place tout un parcours d'engagement avec article 1, justement, pour que de la seconde jusqu'à Bac+3, il y ait une progression dans leur engagement. Et sur les parrains-marraines, de la même manière, on est en train de retravailler tout le parcours d'accompagnement des parrains-marraines, mais de la même manière, bien sûr la fresque du climat, mais qui est à la disposition de tout le monde, mais au-delà de ça, vraiment pouvoir vous accompagner dans les besoins des jeunes en termes d'engagement. Donc ça, c'est tout un dispositif de formation qu'on est en train de mettre en place et qu'on pourra vous présenter au mois de novembre. Merci à vous. On en a terminé, on est au bout. Est-ce que vous voulez un mot de conclusion? Non, c'est pas obligé, c'est comme vous voulez. Non, du coup, merci pour l'invitation. Bon, c'est moi qui vais vous remercier. Un grand merci pour votre présence. Je pense que c'était vraiment très éclairant et très intéressant. Merci à vous tous d'avoir participé à ce live event. Et puis, avec plaisir pour se retrouver l'année prochaine pour la 2e édition de la Journée de l'Envol. Merci à tous, à très vite.